Bonsoir. Donc, pour ma part, je suis Fanny Grandjean, donc je suis diététicienne de formation initiale et j'ai donc un diplôme de spécialisation en diététique de l'enfant et j'ai été formée donc à l'approche du gros en 2017 et j'exerce en libéral pour la moitié de moi dans maison de santé pluridisciplinaire et l'autre moitié pour un groupe hospitalier. Je vais me présenter aussi, Clélia Paoli, je suis médecin généraliste en région parisienne. Je me suis formée au GROS en 2009. Le GROS, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. C'est un organisme de formation des professionnels de santé. Jusqu'à maintenant, c'était ouvert aux psychologues, aux diététiciens, aux médecins. Et dans l'avenir, on va probablement former les enseignants en activité physique adaptée et d'autres professionnels qui travaillent autour de ces sujets. Moi, j'ai complété ma formation par une formation aux thérapies comportementales et cognitives et je travaille depuis 15 ans en médecine générale libérale. C'est Clélia et moi qui avons l'honneur de vous présenter ce soir la démarche donc biopsychosensorielle adaptée aux enfants. Donc, on va passer tout de suite à l'organisation du topo qu'on va vous présenter ce soir, avec une grande question qui est une question de soignant en fait, assez régulière sur comment, dans le cadre d'un surpoids ou d'une obésité, je peux continuer à parler positivement de l'alimentation avec les enfants et leurs parents. Alors, on a dédié un premier temps à détailler donc l'exploration objective de la trajectoire de poids des enfants. Le REPOP vous en a parlé, Marie-Alix vous en a parlé, la courbe de poids, c'est un élément hyper important et donc Clélia va vous en dire plus sur ce point. Dans un deuxième temps, on verra comment ne pas complexifier la relation à l'alimentation. Dans un troisième temps, comment l'alliance thérapeutique peut aider à maintenir une relation apaisée entre l'enfant et ses parents. Et puis, on terminera par la relation au corps, aux émotions et à la stigmatisation pour voir un petit peu comment tout cela peut venir impacter la démarche de soins. Alors, les grands objectifs, c'est le suivi staturo-pondéral de l'enfant, la relation soignant-soigné et le lien à l'alimentation. Et donc, on terminera pour tenter au maximum de favoriser l'empouvoirment de nos patients et de leurs parents. Alors, je continue avec l'exploration de la trajectoire de poids des enfants. C'est vraiment important d'avoir en tête. Alors, peut-être une petite précision, il y a eu pas mal de topos de personnes qui travaillent dans les CSO et plutôt avec des enfants du niveau 3. Nous, on essaie d'avoir un regard, qu'est-ce qu'on fait aussi dans le niveau 1 en particulier, au sens large. Finalement, ce topo il va s'intéresser à tous les enfants, à toute la pédiatrie. Comment ne pas complexifier la relation à l'alimentation, comment regarder le poids, l'évolution de la courbe de poids d'une façon très globale sur la vie de l'enfant. Aujourd'hui, les carnets de santé ne sont pas toujours bien remplis. Beaucoup de médecins ont des logiciels, ils gardent un peu pour eux les données, comme ça, les données du poids et de la taille. C'est toujours important de revenir à la base, toujours peser l'enfant et le mesurer en même temps. On ne fait pas que le poids, on fait toujours la taille en même temps. Quand on est en médecine générale, ce n'est pas toujours facile. On a des enfants de 2 ans, 2 ans et demi qui viennent nous voir avec un contexte de fièvre élevée. Notre priorité, parfois, elle n'est pas tellement sur le poids, sur des consultations un peu d'urgence. Et c'est notre difficulté d'aujourd'hui d'avoir un nombre de soignants insuffisant, un manque de pédiatres aussi. Donc, on va être dans cette démarche de regarder la courbe de la croissance, en particulier la courbe d'IMC, et puis surtout de regarder l'enfant par rapport à lui-même, comment sa trajectoire de poids a évolué au cours de sa vie. Sur le petit exemple qui est sur la diapo, on peut voir qu'à partir de 3 ans et demi, 4 ans, l'enfant commence à avoir une courbe qui monte de plus en plus. Donc, c'est peut-être intéressant de se poser la question, est-ce qu'il y a des événements de vie, là, à l'âge de 3-4 ans, qui ont pu impacter sur sa façon de manger, sur son poids, sur sa courbe? Est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce qu'il y a la naissance d'un petit frère?
toujours reprendre l'histoire de la personne, l'histoire de l'enfant et de ses parents, évidemment. On peut déjà parler aussi de la notion du poids d'équilibre, qui est une notion importante. C'est que le poids, il est génétiquement déterminé. Dans l'idéal, cette prévention précoce de l'obésité on a un peu cet objectif que voilà, que l'enfant qui va grandir devienne moins obèse à l'âge adulte, qui rentre dans les courbes de poids. C'est pas toujours possible. On va accompagner surtout sa croissance avec un objectif important, c'est que l'enfant soit bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa relation à l'alimentation. Je laisse mettre la diapo. Oui, c'est toujours intéressant aussi de regarder les différentes trajectoires pondérales. C'est que finalement, on a des courbes de parallèles dans le carnet de santé, mais dans la réalité, l'enfant, à un moment donné, il prend un peu de poids et à un moment donné, il prend de la taille. C'est pas si linéaire que ça dans la vie d'un enfant. Donc, la normalité, c'est quoi? Chacun évolue sur sa propre courbe, sur son propre chemin. Il n'y a pas de... Vraiment comparer l'enfant à lui-même, c'est le plus important. On va passer à la diapo. Alors, on commençait à parler du poids d'équilibre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que dans l'organisme, le poids, c'est une valeur qui est régulée, comme la température. Notre corps, il a des systèmes de régulation extrêmement complexes qui vont tout mettre en œuvre pour que le poids soit stable. Enfin, avec l'enfant, bien sûr, ça va croître au cours de la vie, mais c'est beaucoup sous l'influence de la génétique. Il y a beaucoup de facteurs qui se mettent en branle pour réguler le poids. Et dans l'organisme, c'est au niveau des cellules graisseuses, des adipocytes. C'est là que ça se passe. Donc, on a mis ce petit schéma du yo-yo pondéral pour nous montrer que quand il y a une personne qui se... D'ailleurs, elle est marrante, la première image, là, que quand on est en consultation, moi, j'ai beaucoup de patients adultes qui racontent leur histoire du poids. Et beaucoup de personnes qui racontent que depuis 30, 40, 50 ans, ils se préoccupent de leur poids, de leur corps. Et au fur et à mesure de la vie, ils n'ont fait que grossir. Parce qu'ils sont un peu victimes de ces phénomènes de yo-yo pondéral. Au début, la personne a 3-4 kilos à perdre, c'est ce qu'on voit au début de la courbe. Elle fait un effort d'amaigrissement, mais quand elle reprend du poids, sous des mécanismes biologiques, physiologiques, qui sont des mécanismes d'hypertrophie, c'est-à-dire en particulier sous l'influence de la génétique, au début, le nombre de cellules graisseuses augmente quand la personne reprend du poids, quand elle remange normalement, le plus souvent, mais il n'y a pas que ça, il y a des mécanismes qui font que certaines personnes vont augmenter le nombre total des cellules graisseuses du corps. Et ça, c'est les mécanismes d'hyperplasie. Ces mécanismes-là vont faire qu'à chaque perte de poids, il y a une reprise de poids encore plus grande. C'est ça le yo-yo pondéral. Donc, ces phénomènes-là majorent la problématique de l'obésité. On a un effet complètement créé par une action sur le poids. Alors que le poids, il est génétiquement déterminé, que le poids, il existe comme ça, comme la couleur des cheveux, comme la couleur des yeux. On ne peut pas le modifier, le poids qu'on a. Et puis, c'est important aussi de préciser que, oui, on a dit que l'obésité est une maladie, qu'il y a beaucoup de comorbidités, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont en situation d'obésité et qui n'ont pas de maladie associée. Ils sont comme ça. C'est leur génétique. On va avancer. Alors, j'aime bien la phrase de Pierre Hermez, qui est un célèbre nutritionniste, qui nous avait dit ça, la génétique, elle prédispose. Effectivement, 2 parents obèses, le risque pour l'enfant est très élevé, 80%. Un parent obèse, le risque est de 40%. L'environnement propose, oui, il y a un véritable impact de l'environnement. Et puis, la psychologie, elle impose.
le regard que les parents peuvent avoir, que la société peut avoir sur l'enfant en situation de surpoids et en situation d'obésité, a un vrai impact sur son regard sur lui-même. On parlera un peu plus tard de tout ce qui est stigmatisation. En tout cas, aujourd'hui, cette maladie qui est d'origine génétique, oui, mais elle est d'origine multigénétique. C'est-à-dire qu'on a déjà 240 gènes identifiés aujourd'hui sur l'ADN. Donc, on ne va pas pouvoir agir en tant que maladie génétique. Donc, effectivement, notre objectif, c'est de repérer précocement, de cibler peut-être un peu plus chez les familles où il y a déjà du surpoids, de l'obésité. Des fois, il faut le rechercher. Ce n'est pas toujours des choses qu'on retrouve facilement à l'interrogatoire. Mais voilà, on verra plus par la suite. On va avancer. Dans la génétique, il y a aussi ces différentes courbes. Tu peux avancer la suivante. Elle ne décolle pas. Voilà. C'est passé pourtant. Ça a l'air de figer. Chez moi, c'est figé. Bon, d'accord. Heureusement, je la connais, la suivante. Ici aussi. C'est celle où il y a les différentes courbes de croissance, c'est ça? Oui. Alors, ah, là, voilà. La voilà? Les trajectoires. Oui, c'est bon, je l'ai là. Allez, super. Donc, celle-ci, elle ressemble un petit peu à celle que nous a montré leur époque tout à l'heure. Effectivement, on va rechercher le rebond précoce d'adiposité pour un petit peu, peut-être, probablement accompagner davantage ces familles. Ce qu'on repère aujourd'hui, c'est qu'il y a un retard. Il y a un retard à la prise en charge de ces enfants. Et puis, l'effet, donc j'avais dit aussi les habitudes de vie, enfin le changement de vie dans la vie de l'enfant. Et puis le cas numéro 7, il est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il y a 2 efforts de régime qui se poursuivent par une réascension du poids importante, comme si l'effet régime a encore plus majoré la problématique. Et puis le cas numéro 6, c'est plutôt une anomalie génétique très particulière. C'est assez rare qu'il y ait des maladies génétiques monogéniques qui expliquent une situation d'obésité, mais bon, il faut y penser devant les syndromes malformatifs, certaines maladies rares. Et dans ce cas-là, il faut vraiment adresser les petits patients vers les centres spécialisés d'obésité, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent avoir accès à des médicaments spécifiques qu'on appelle les PCS4. Ça, c'est la diapo d'après. Tu as réussi à tourner parce que moi, j'ai l'impression que c'est figé. C'est tourné, ça y est. Et bien alors pour ça, pour ces obésités génétiques, en fait, c'est surtout des mutations des novo d'une génération à l'autre. C'est pas forcément des familles qui ont des caractéristiques génétiques particulières, quoique ça existe. Hein. Moi, quand j'étais en service de cardiologie en tant qu'externe il y a très longtemps, j'avais connu une jeune fille de 14 ans qui était en cardio adulte et qui avait le manque le gène de la leptine qui n'existait pas. Donc, c'est une enfant qui avait tout le temps faim. Et du coup, elle était en cardio à 130 kilos à 14 ans. Mais c'est exceptionnel. Il y avait 3 familles dans le monde à l'époque. Là, pour le coup, on va avoir accès à la thérapie génique dans ces choses très, très particulières, donc qui ne sont pas du tout l'obésité commune qu'on va rencontrer en activité libérale, on va dire. Et dans ces cas-là, on peut remplir un outil sur Internet qu'on appelle OpsGen. C'est un outil d'aide au diagnostic avec des critères particuliers. Par exemple, le syndrome de Prader-Willi qui est noté là, c'est ces obésités génétiques. Il faut y penser. Elles sont rares, mais par contre, il faut les prendre en charge, d'autant plus qu'il y a des traitements spécifiques. Voilà, je te laisse la parole, Fanny.
Mhm. Tout à fait, merci. Oui, les prendre en charge, effectivement, les prendre, accompagner en tout cas ce virage. Et comme tu le dis, c'est effectivement pas ce qu'on, les, c'est pas les accompagnements qu'on a le plus souvent en soins primaires en tout cas. Et donc, nous, à notre niveau, c'est vrai que on va essayer à ne pas complexifier la relation à l'alimentation. Et pour ça, on va s'attacher à explorer les idées reçues qui vont être transmises des parents à l'enfant. Alors, on va employer le mot parent avec vraiment un terme plus large de parentalité et d'entourage en fait de l'enfant, puisque on sait que les grands-parents, que tout l'entourage de l'enfant en fait va pouvoir intervenir dans l'environnement de l'enfant et en ce sens avoir une influence sur lui, sur son alimentation. Et donc, là, la notion clé à retenir, c'est vraiment le piège du contrôle mental. Le piège du contrôle mental parce que, effectivement, on note que, effectivement, la diapo passe pas bien. Je suis obligée de ressortir du plein écran. Je suis désolée pour faire passer la diapo. Le contrôle mental, en fait, il se cache il se cache un peu partout, dans des petites phrases parfois qui peuvent paraître anodines, mais qui ne le sont pas tant que ça. Donc, par exemple, une phrase couramment entendue, c'est fini ton assiette. Et cette phrase-là, elle peut être motivée par plein de choses différentes, hein, plein de motivations différentes. La peur que l'enfant n'ait pas assez mangé, la volonté que les parents l'entourage a de ne pas gâcher, le respect de leur éducation et de ce qui leur a été transmis. Tout ça peut conduire à cette phrase finis ton assiette. Et, et ce qu'on sait, et ce que vous a expliqué Clélia en première partie, c'est que effectivement le poids et la santé sont des sujets complètement différents et donc des sujets à décorréler. On peut tout à fait être en surpoids, en obésité et être en bonne santé. C'est pourquoi tous ces messages qui vont participer à ne plus écouter les besoins du corps et à quitter la régulation originelle du comportement alimentaire vont venir nuire en fait à la, au développement en fait physiologique de l'enfant et venir faire basculer sur le plan cognitif une responsabilité qui n'est pas celle en fait du plan cognitif, la gestion et la régulation du comportement alimentaire. Donc, c'est pour ça que il est important de prendre un temps pour aller regarder ce qui alimente ce conseil chez les parents qui ont l'entourage, hein, qui ont eux-mêmes en fait donc reçu des injonctions, qui ont eux-mêmes leur propre expérience vis-à-vis de la régulation du poids. Donc, toutes ces petites phrases là, elles sont elles parlent surtout en fait de l'entourage, hein, des représentations de chacun et elles sont jamais finalement un motif valable pour, pour venir en fait participer à la dérégulation du comportement alimentaire spontané de l'enfant. Ah, alors j'ai l'impression que la diapo n'est pas passée et que là ça fait carrément un écran noir. Voilà, je vais le laisser comme ça. Alors, le piège du contrôle mental du poids, là, on a un exemple de contrôle mental avec cette dame qui se pèse et qui décide de faire un régime. Donc, elle prend son chemin en partant vers la gauche et cette fois c'est la bonne. Elle est motivée et elle passe donc devant la boulangerie et là, elle acquiert donc un mets bien sympathique qu'elle avait donc décidé d'arrêter et elle repart donc assez désappointée avec pourquoi j'ai fait ça et voilà quelle loose quoi. Et donc ce contrôle mental en fait c'est vraiment un mouvement fallacieux et le problème c'est qu'il est plutôt valorisé dans notre société voilà
il faut contrôler, il faut gérer, gérer l'ingérable, hein, gérer ses émotions, gérer le comportement alimentaire alors qu'il est lui-même régulé de manière naturelle. Et donc, toutes ces injonctions-là rendent un petit peu difficile la charge mentale, en tout cas l'alourdissent et ajoutent du contrôle mental alors qu'on pense déjà beaucoup trop, quoi. C'est vrai que c'est le contrôle mental en tant que tel, c'est-à-dire là sur cette vignette, la dame, l'ado, ça pourrait être un enfant sous les injonctions de son parent, hein. Maintenant, il faut que tu fasses attention. Ce contrôle mental, il peut être présent sous cette forme, mais il peut aussi être recherché, en fait. Cette recherche de contrôle mental, là, c'est se dérouter de sa régulation naturelle du comportement alimentaire et donc ça fait quitter la route et ça, on va le voir plus tard. Et ça participe plutôt à l'épuisement des ressources que à quelque chose de sain pour l'organisme. Alors, est-ce que ça passe? Je vérifie. Alors, comment ne pas complexifier la relation à l'alimentation? Pour poursuivre, j'ai l'impression que la diapo n'est pas passée encore une fois. Elle n'est pas passée. Toujours dans cet objectif de créer un lien positif à l'alimentation, on va inciter au maximum au maintien du ressenti physique de l'enfant et donc à l'écoute de ses sensations alimentaires. Parce que c'est vraiment ça la notion clé, c'est que la régulation du comportement alimentaire, elle va se faire assez spontanément. Et donc, on vous présente un premier outil qui s'appelle Détective Gargouillis, qui est un outil canadien qu'on peut retrouver sur le site monéquilibre.ca et qui vise en fait à accompagner l'enfant à s'interroger sur les signaux de la faim. Donc pendant les repas, à faire une pause et à regarder où il en est et en fin de repas à recueillir ses sensations vis-à-vis de la satiété. Il y a aussi des petits conseils de détective pour aller creuser un petit peu ce qui se passe au niveau des sensations. Et là, l'idée, c'est évidemment, pour rester dans tout ce qui a été dit et l'abord qu'on a pris dès le début de cette soirée, l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'enfant sans le stigmatiser et sans lui dire que c'est lui-même, que c'est son affaire à lui, en fait, hein. Ça ne doit pas, le détective Gargouillis, devenir un nouveau moyen de contrôle, en fait, hein. Ce qu'on remarque en consultation, c'est qu'effectivement, il y a souvent une demande des parents d'avoir quelque chose de rigide, quelque chose de fixe sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et donc, remplacer du contrôle par un autre contrôle, celui des sensations alimentaires, serait délétère. Donc, l'idée, c'est finalement que tout le monde joue le jeu au sein de la famille et puisse venir interroger ses sensations alimentaires. On sait que l'enfant fonctionne beaucoup par mimétisme et donc venir accompagner vers ce parent bienveillant là, qui est un de nos objectifs, c'est venir pas montrer du doigt l'enfant, mais effectivement l'accompagner vers un non-contrôle mental, mais une écoute de ce qui se passe pour lui dans son corps. Alors, pourquoi ça? Parce que si on revient à notre nature, c'est bien une nature d'omnivore. Et donc, on se rend compte que le comportement alimentaire, il est naturellement régulé. Alors, c'est quelque chose un petit peu de raccourci là, parce qu'en fait, on a plusieurs boîtes qui régulent le comportement alimentaire. On a effectivement, Clélia vous en a parlé, le tissu adipeux, qui va effectivement demander
demander de l'énergie. Et puis, on a tout ce qui est en lien avec notre cerveau, système dopaminergique, qui va venir réguler là plutôt les émotions. Et donc, on se rend compte dans la nature que, a priori, manger des feuilles ne rend pas forcément mince. C'est le cas de l'hippopotame, herbivore. De même que de manger du gras et des féculents ne rend pas forcément gros. De la même manière, on se rend compte que le lion, lui, il ne se lasse jamais de manger de la viande. Donc, on a tous dans la nature un comportement alimentaire qui est prédestiné, en fait. Notre comportement alimentaire, c'est d'être polyphage, de manger un petit peu de tout. Et donc, on a dans notre nature une logique de rassasiement qui s'opère et qui s'appelle le rassasiement sensoriel spécifique. Et donc, cette notion, elle est importante à être abordée parce que on se rend compte et on sait désormais avec cette notion de rassasiement sensoriel spécifique que un enfant peut être rassasié de poissons et d'épinards et avoir faim pour le pain, le fromage, le dessert, sans que cela soit un caprice. Donc, c'est important de pouvoir ramener cela dans la consultation et d'expliquer, d'éduquer la famille au fait que notre corps a cette capacité à nous dire quand il a eu assez d'un aliment et quand il faut passer au suivant. Cette notion, en fait, elle vient corroborer en fait le discours sur le fait de lâcher le contrôle mental totalement et de revenir à cette capacité, aux spécificités qu'a notre corps à dire ce dont il a besoin. Alors, je vais continuer à sortir de la diapo pour que ça passe. Et donc, pour cela, on vous propose un outil qui est une fiche, un petit guide, pareil, qui sera utilisé avec toute la famille et qui, là, est un travail sensoriel de dégustation avec les 5 sens. Et dans ce cas-là, on va inviter la famille à venir déguster tout le repas, à porter l'attention sur les sens pour venir déculpabiliser en fait cette notion de parfois que les parents peuvent venir apporter en consultation de mon enfant dévore en fait. Ce qu'il se passe, c'est que à travers cet outil donc qui viserait à venir à ce que toute la famille vienne explorer le repas à travers ces 5 sens. Il ne s'agit pas là de venir passer le message que les enfants minces dégusteraient mieux que les enfants ronds. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut bien retenir que effectivement un enfant est régulé de manière spontanée et que c'est l'enfant qui se sent privé et l'enfant qui culpabilise ou qui a peur de manquer, qui a tendance à dévorer. Et donc, ce type d'exercice est vraiment à faire en famille afin que chacun se mette au niveau de l'enfant, comme un débutant. Il ne s'agit pas du tout de faire passer à l'enfant l'idée qu'il dégusterait mal et que ce serait pour ça que son corps ne serait pas apprécié tel qu'il est, mais simplement de revenir aux messages originels qui sont transmis par notre corps et donc à toute cette interoception qu'on peut avoir avec un estomac qui se distend et tous les messages que nos viscères peuvent nous véhiculer en lien avec notre alimentation. Puis pour travailler un petit peu tout ça, on va s'intéresser un petit peu plus à la relation entre le professionnel, le soignant, l'enfant, le parent. C'est une relation quand même particulière, triangulaire. C'est très différent de la médecine d'adulte. Nous, on va avoir peut-être un rôle de guide. Parfois, ça peut ressembler à de la guidance parentale. Il faut travailler sa posture de soignant avec l'idée que le parent, il va coopérer, il va être
comment faire un co-soignant à la maison, enfin un co-soignant, un partenaire en tout cas, un partenaire. Donc alors selon l'âge des enfants, c'est vrai que ça va être très différent, hein. Il y aura des consultations, moi ça m'est arrivé de suivre des enfants petits et de ne voir que les parents, de voir un parent, voir les deux et de pas du tout voir l'enfant. De faire discuter aussi dans la famille, dans le couple parental, parce qu'ils ne sont pas toujours les mêmes représentations. Donc, voilà, nous, soignants, on est là pour faire de l'éducation thérapeutique, on est là pour faire de la psychoéducation. Donc, on va expliquer c'est quoi l'obésité, c'est quoi la régulation alimentaire, comme vous l'a expliqué Fanny, comment ça fonctionne le corps humain, comment le comportement alimentaire se met en place d'une façon tout à fait naturelle et spontanée, comment on va guider, suivre ça, comment on va aider les parents à lâcher ce contrôle mental qui malheureusement est souvent déjà présent chez les enfants très tôt. Donc on est dans ce travail d'accompagnement. Le soignant, il est facilitateur. Il est là pour donner de l'info. Il est là aussi pour déculpabiliser les parents, parce que c'est vrai que dès qu'un enfant a un problème de santé, le parent se culpabilise, quelle que soit la problématique. Donc, on est là pour rassurer, pour remettre de la sécurité. C'est vraiment important de remettre de la sécurité, d'autant plus qu'on parle de l'alimentation, on parle des repas. Donc, quand il y a une difficulté autour du poids, ça peut faire des repas très problématiques et très conflictuels. Ça m'est arrivé souvent de dire à des parents d'ados, maintenant, voilà, on va en discuter ici entre nous, à la maison, 0 commentaire, ni sur ce qu'il mange, ni sur ce qu'il fait, ni sur son corps, ni sur son poids. C'est pas évident, parce que les enfants qui ont eu l'habitude d'avoir un regard, enfin, les commentaires des parents, des fois, ils disent maintenant, on a des regards. Même le regard, il peut être problématique. Il y a du non-verbal. Il se passe plein de choses dans les familles. Les parents sont souvent très inquiets. Très tôt, ils sont inquiets. Et ce qu'on constate souvent, c'est que cette inquiétude du parent va faire que l'enfant, il a peur. Hein. Il a peur de manquer, il a peur de manger certains aliments. Donc, il est déjà dans un stress au moment où il mange. Il n'est pas du tout dans la sécurité. Et quand un enfant n'est pas dans la sécurité, il risque de manger plus que les besoins. Donc, c'est vraiment aider les parents à lâcher le contrôle sur l'alimentation, c'est un vrai objectif. Alors, les arguments pour faire ça. Donc, on a parlé de la psychoéducation, effectivement. La parentalité, hein, Fanny nous disait qu'il y a aussi ce mimétisme. Il y a des parents il faut vraiment les aider aussi à retrouver eux-mêmes une relation apaisée à l'alimentation pour qu'ils puissent transmettre. Des fois, moi, quand j'ai des adultes en consultation, je leur dis vous allez faire des dégustations avec vos enfants pour que ça soit une approche ludique, rigolote. Voilà, on est là pour s'amuser. Vous avez vu que ce diapo, il a des teintes colorées, des teintes où les enfants apprennent par le jeu. Les enfants, ils sont spontanés. Comment on va retrouver ça? Et puis, peut-être aussi regarder de plus près tout ce qu'a vécu le parent. Des fois, les parents, ils ne sont pas violents par nature, mais parfois, ils vont avoir des remarques, des réflexions qui peuvent être traumatisantes, en fait, qui ont un impact très fort sur l'image corporelle que l'enfant va avoir de lui-même. Je me souviens d'une patiente, Claudine, qui disait alors j'ai été mise au régime, moi j'avais 8 ans, et le soir je m'endormais avec la faim au ventre. Je me souviens de la petite fille qui s'endormait avec la faim au ventre. Et quand elle raconte ça, elle a les larmes aux yeux, elle est dans un chagrin immense. Elle a 50 ans aujourd'hui, hein, mais c'est… Voilà, après elle dit voilà, au collège, j'ai été maltraitée, on m'appelait grosse vache. Tout ça, ce sont des choses qui marquent à vie, en fait. Donc, l'enfant, il a besoin de se sentir accepté comme il est. Donc, on a à travailler avec les parents pour qu'ils changent de regard.
on donne de l'information et en même temps, alors parfois, il faut vraiment se poser la question, à qui est le problème? Est-ce que c'est le parent qui est très inquiet que son enfant ne soit pas dans les courbes? Est-ce que c'est le médecin, ce qui arrive souvent aussi? Parfois, notre objectif, ça va être d'accompagner pour que le parent accepte qu'il a un enfant en situation de surpoids, en situation d'obésité, comme on va l'aider à accepter s'il avait une maladie asthmatique, s'il avait un diabète insulinodépendant. Enfin, il y a un travail d'acceptation qui parfois est nécessaire. Donc, ça va dépendre vraiment de la situation. Mais il ne faut pas hésiter à séparer les consultations. Chez les ados, c'est un peu différent. Hein. Les ados, plus l'enfant est grand, plus on va rester en présence de l'enfant. Et puis toujours créer ce climat de sécurité. Vous aviez dit dans un des séjours là où l'enfant revenait plusieurs fois, des fois au premier séjour, il ne se livre pas. Au deuxième séjour, il y a quelque chose de plus… voilà, il se sent plus en sécurité, il va pouvoir dire ce qu'il vit à la maison, dire ses difficultés. Donc, créer cette relation, cette alliance thérapeutique, c'est vraiment important. Alors, c'est d'autant plus important aussi quand on arrive à… On peut passer à la diapo d'après. Ouais. Je te laisse continuer peut-être. Oh, vas-y, t'es bien parti. Et je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement parce que avec ce temps, avec les parents, c'est vrai que c'est la spécificité de la pédiatrie et avec les parents, ce climat-là, effectivement, ambiant et ce que tu décris de climat d'insécurité, effectivement, est générateur de stress, donc générateur effectivement d'émotions désagréables. Et ce temps avec les parents peut être aussi un temps qu'on prend où on va pouvoir aborder la notion, ce qu'on appelle le désespoir créatif, de voir comment pour eux ça a fonctionné. Alors, c'est vrai que c'est difficile en soins primaires parce que c'est des consultations qui vont demander un peu plus de temps, mais effectivement prendre un temps avec eux pour voir comment ça a fonctionné pour eux et qu'est-ce qu'ils ont expérimenté et quels effets ça a eu sur eux pour effectivement rompre un petit peu ce cercle et cette reproduction chez l'enfant, quoi. Mm. Et donc, de là et de ce stress, de ce contrôle qui peut être porté sur l'alimentation, mais qui peut être porté aussi sur le corps, sur le poids, alors que Clélia l'a expliqué, le poids, il y a un déterminisme génétique pour lui aussi. Ce contrôle-là, on va essayer de désamorcer au maximum. Et puis comme Clélia l'a dit, hein, éviter la stigmatisation et donc le poids sans commentaire, quoi qu'il en soit. Et donc, pour cela, on va s'attacher à regarder un petit peu ce qui se passe. On a regardé ce qui se passait au niveau biologique, on a regardé ce qui se passait au niveau sensoriel, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau psychologique. Donc, effectivement, hein, on a eu cette question-là dans les soirées quand on est diététicien, quand on est un médecin généraliste, qu'on n'a pas fait de formation en psychothérapie. Effectivement, on n'est pas psychologue et l'objet, c'est pas de devenir psychologue. L'objet, c'est effectivement de connaître le mécanisme pour pouvoir en parler et pouvoir le prévenir. Donc là, la notion clé, c'est le trouble du réconfort, parce que le trouble du réconfort, c'est quelque chose qui arrive dans l'alimentation en lien avec la régulation en fait émotionnelle qui existe dans le corps. Donc, un premier point d'attention, c'est que effectivement le comportement alimentaire, il est influencé par les sensations et par les émotions. Donc, en fait, on mange pour deux raisons, hein. On mange parce qu'on a faim et on mange parce qu'on en a envie. Et ces prises alimentaires, à chaque fois, elles vont venir procurer un apaisement. Donc, on régule, que ce soit du côté énergétique, du côté nutritionnel, on va être régulé, mais que ce soit aussi émotionnel. Et idéalement, effectivement, on régule au repas, mais il arrive que cette régulation, elle ne se fasse pas au repas, et si elle ne se fait pas au repas, elle découlera sur les repas suivants. Donc, on mange pour apaiser un état nerveux du corps
Et lorsqu'on va manger de manière face à une conséquence émotionnelle, ce qui va fonctionner comme alimentation, à ce moment-là, ça va être les aliments gras et sucrés qui vont être efficaces et pas les autres. C'est sans Ou gras doute. et salé. Vas-y, Attention. interviens. Ou gras et salé. Fromage, Voilà, charcuterie. exactement, avec les aliments à grande palatabilité en fait, hein. Et donc on se rend compte que tout ce qu'on essaye de préserver là un petit peu autour, ben, l'image du corps, les pensées sur soi-même, sur les autres, sur nos conditions de vie, enfin sur les conditions de vie de l'enfant, la relation avec ses aliments, les règles autour de l'alimentation, ses repères physiologiques. Tout ça, on essaie de le préserver parce qu'en fait, tout ça, ça va avoir des conséquences émotionnelles en fait sur l'enfant et c'est pour ça qu'on a mis là les points d'attention. Et donc la régulation émotionnelle, elle est elle aussi physiologique. Elle aussi, elle existe, elle est normale et vous le verrez, on en parle dans la bibliographie. À la fin, on vous a laissé quelques références et donc un livre parfait pour parler de ça, c'est Oser manger, qui décrit tout ce mécanisme très bien. Et donc, j'imagine qu'on est plusieurs là quand même, on est plusieurs autour de cette visio et donc il est déjà sans doute arrivé à beaucoup d'entre nous de se sentir pas très bien et de se sentir beaucoup mieux après avoir mangé du chocolat. Et ça fonctionne bien parce que on fonctionne comme ça. L'alimentation fait partie de notre régulation spontanée des émotions. Et quand cette régulation, par contre, est troublée, on peut arriver au trouble du réconfort. Alors, ce trouble du réconfort, ben, il va se présenter de cette manière. Donc, une émotion désagréable survient. On sait qu'en mangeant du chocolat, on va aller mieux. Et puis, on mange ce chocolat et puis on a la tristesse, mais en plus, on a cette culpabilité-là qui nous regarde du coin de l'œil. Ce qui fait qu'on ne se sent pas bien du tout, on ne se sent pas mieux en tout cas. Et donc, ben, puisqu'on sait que manger du chocolat nous permet d'aller mieux, ben, on va recommencer. Et puis, la culpabilité, là, va s'accumuler parce que en amont, il y aura eu des messages en lien avec euh, le classement des aliments et les règles rigides qui vont faire que bah, le chocolat, il ne faudrait pas trop en manger. Donc cette culpabilité s'accumule jusqu'à ce que effectivement le désespoir arrive et que je ne trouve plus de solution à ma demande de régulation qui est spontanée. Alors, toutes ces émotions-là, Clélia a amené le sujet, toutes ces émotions, elles vont nécessiter de ramener en fait un climat de sécurité. Et ce climat de sécurité, il est à ramener à l'enfant. Et on l'a vu, la dimension triangulaire fait que on la ramène à l'enfant aussi par le biais de ses parents, de son entourage. Et donc, il y a toujours des bonnes justifications à vouloir contrôler et restreindre l'enfant. Donc, ça peut être cette maman qui a peur de nuire à sa santé, effectivement, qui a vu que son enfant avait une courbe de poids qui déviait, que son médecin lui a bien fait remarquer. Et donc, cette maman qui a peur de nuire à la santé de son enfant, bah, on peut la rassurer sur le fait d'adopter des habitudes qui vont être conservables à vie, d'apprendre à faire confiance au corps de son enfant, à savourer de nouveaux aliments, à sortir prendre l'air par une belle journée, en tout cas à ramener de la positivité. On a aussi parfois, hein, voilà, les grands-parents qui gardent les enfants le mercredi et qui vont nous dire, bah oui, mais moi j'ai besoin de repères, là, il faut que vous me donniez quelque chose de chiffré, que vous me disiez combien je dois lui donner à manger. Donc là aussi, ramener le respect des besoins du corps, l'écoute des signaux de la faim, de la satiété, du rassasiement, pour pouvoir lâcher ce contrôle-là quantifié. Et puis l'enfant dans tout ça, hein, qui lui peut avoir peur d'être privé, hein. Il voit que effectivement
tout est en train de s'agiter autour de lui, là, qu'a priori, on a défini pour lui qu'il y avait un problème. Et donc, lui, c'est lui permettre effectivement de savourer tous les aliments, sans exception, en misant sur le plaisir et la satisfaction pour qu'il puisse développer cette relation saine avec la nourriture et la maintenir le plus longtemps possible dans sa trajectoire de vie. Et puis, on a peut-être un papa, un beau-père qui a peur qu'il mange trop. Et donc là, se fier à des portions, à des points, à des calories, rappeler que tout ça est en lien avec le contrôle mental, et que détourne de l'écoute du corps. On sait que la privation a le pouvoir de rendre les interdits très attrayants. Et donc, c'est ce qu'on se disait avec Clélia en préparant ce topo. On se disait qu'effectivement, si on interdisait l'eau ou qu'on la limitait, eh bien, effectivement, on deviendrait tous addicts à l'eau, quoi. Et donc, on sait que ces interdits vont obliger et conduire l'enfant à manger des aliments en cachette, parce qu'en fait, il va en avoir besoin émotionnellement à un moment donné, et parfois même, il va en avoir besoin physiquement, parce que sa croissance appelle tellement d'énergie qu'il va avoir besoin d'aliments énergétiquement denses. Donc, on va favoriser en fait des attitudes parentales de grands-parents les plus positives possibles, afin de réunir un petit peu voilà, ce cœur-là qui peut se sentir coupable et cette tête qui a l'impression qu'elle maigrira jamais si elle fait comme ça. Et ça, c'est souvent une préoccupation qu'on a en consultation. Ça ne va pas marcher avec cette technique-là. Et donc de ramener, de créer ce climat de sécurité loin de la perfection et des injonctions. Alors en pratique, comment on fait pour parler des émotions quand on est en consultation diététique ou pédiatrique avec un enfant? On peut ramener là aussi un petit peu d'éducation autour des émotions. Donc, c'est-à-dire accompagner les parents à bien recevoir les émotions de leur enfant et rappeler que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui se cache. Derrière la colère, un besoin de reconnaissance, de respect, de considération, par exemple, qui n'a pas été assouvi et donc qui met en colère. Quand on ne nous respecte pas, effectivement, en général, ça nous met en colère. C'est ça que ça fait. Que derrière la tristesse, il y a un besoin de réconfort, de consolation ou de soutien que l'enfant n'a pas eu. Que derrière la peur, un besoin de sécurité, de confiance, de stabilité qui n'est pas présent. Et que derrière la joie, c'est des besoins de rire, de partage et de créativité qui s'expriment. Alors, on peut utiliser des petits supports. Là, il y a des petits bons pour ramener dans cette relation un petit peu de cohésion et d'union. En tout cas, laissez place à votre créativité. L'idée, c'est qu'effectivement, tout ce qui est positif et de l'ordre de l'harmonie revienne jusqu'à l'enfant. Alors, tout ça, ça peut prendre du temps, et Clélia a un bel exemple pour ça, qu'elle va pouvoir vous détailler avec l'exemple de Ludivine. J'avais pris en charge Ludivine. C'est une petite que j'ai commencé à suivre. Elle avait 8 ans et demi. Et on avait fait ensemble l'histoire de la courbe de poids avec un rebond d'adiposité assez tôt, à 2 ans et demi. Ça correspondait à la naissance du petit frère. Le petit frère, d'ailleurs, qui interrogeait toujours la maman, qui disait, mais alors le petit frère, c'est un petit oiseau, il mange toutes les 2 heures, il ne mange pas au repas. Alors, les parents ont tendance à comparer aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent en consultation. Et en même temps, c'est un bon exemple, le petit frère, parce qu'il mangeait tout ce qu'il voulait, et lui, il n'avait pas de problème de poids. Donc, ça permettait aussi de découpler. On a quand même beaucoup d'études aujourd'hui qui nous montrent qu'il y a des enfants qui ont des difficultés avec le poids et qui pourtant mangent assez peu de malbouffe, entre guillemets. Ce qui fait grossir, c'est des calories. Ça peut être des calories de légumes, ça peut être des calories, vous l'avez vu avec Fanny et ce magnifique hippopotame
qui ne mange que des végétaux, ça ne l'empêche pas d'avoir du gras et du muscle. Donc, découpler, arrêter de culpabiliser les enfants, les laisser manger leur Kinder s'ils en ont envie au goûter. J'ai des patientes traumatisées qui racontent qu'à la récréation, elles avaient droit à leur bouteille d'eau, alors que les autres enfants avaient droit à une gâterie. Avec Ludivine, la maman elle avait fait beaucoup de régimes dans sa vie. Le régime du camp, c'était le dernier en date. Et Ludivine, elle mangeait jusqu'à être mal. Le vendredi soir, c'était à chaque fois la catastrophe. Il y avait l'apéro et après le repas et ça finissait mal. J'ai pris en charge, on a commencé à travailler. Je n'ai fait que des consultations avec la maman, des fois le papa, pendant au moins 3 ans. Je crois que ce n'est qu'au collège que j'ai commencé à la voir seule. Et en fait, en consultation, il y avait de véritables progrès sur la façon de manger, sur le comportement alimentaire. On discute, on rentre vraiment dans la vie de l'enfant. Il se passe quoi à la cantine, il se passe quoi à la maison, les week-ends où elle invitait ses copines pour faire comment elle disait, des gâteaux, des goûters. Et tout ce travail sur le comportement alimentaire, en même temps, ça s'accompagnait d'une prise de poids sur la courbe. Un IMC qui a augmenté à peu près pendant 2 ans et demi après le début de mon accompagnement. Je la voyais tous les mois. Mais en consultation, il y avait de vrais progrès sur la relation à l'alimentation. Donc, il fallait tenir, dire à la maman, oui, oui, ok, elle prend du poids, mais il se passe des choses différentes. C'était assez étonnant. Et en fin de compte, elle a fini par rentrer dans sa courbe au bout d'un certain temps. Cette petite, elle avait d'authentiques troubles du comportement alimentaire, des compulsions alimentaires. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Vraiment, chacun sa courbe, chacun son histoire, chacun son parcours. Mais on a beaucoup travaillé sur le maillot de bain, la piscine, les grosses cuisses, le gros ventre, les préados. Et puis les inquiétudes de la maman, les projections de sa propre histoire sur sa fille. Tout ça, enfin, en tout cas, il a fallu un certain temps pour que elle rentre dans sa courbe. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des enfants qui ne vont pas rentrer dans leur courbe et dans la courbe des normales, entre guillemets. C'est très individuel, tout ça. On est là juste pour accompagner. Oui, il est tout à fait possible, en effet, que l'enfant ne rentre pas dans sa courbe, puisque voilà, hein, on l'a dit, hein, il y a un déterminisme. Et comme le dit Clélia, hein, il y a des choses qui changent. Et c'est ça qui change au niveau du comportement, au niveau de, de ce contrôle, au niveau de la manière de se foutre la paix avec tout ça. Et effectivement, on est là pour accompagner à ce bien-être global. Alors, on voulait terminer avec une note, quelque chose à ne pas oublier parce que c'est une prévalence qui est importante. Donc, la grossophobie avec le harcèlement à l'école, le fait qu'un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Et donc, on voulait vous passer un petit extrait vidéo pour vous illustrer tout ça. Est-ce que ça marche? Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas parti de votre côté. Ouais. Sinon, Fanny, mets-toi sur YouTube directement et va le chercher. Ce sera peut-être plus simple. Alors, hop, effectivement, je peux faire comme ça. En tout cas, il y a cette petite phrase, hein, il y a des mouvements insidieux dans notre société. La grossophobie, elle est présente, ambiante. Un jour, moi, j'ai quelqu'un qui m'a contacté en me disant « Je vous ai trouvé dans la liste des médecins non grossophobes. » Je ne savais pas que ça existait. Ben Donc, oui. On est dans cette difficulté-là aussi. Comment être dans une société beaucoup plus inclusive. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a le son? Moi, je n'ai pas le son. Non, moi non plus, je n'ai pas le son. Il n'y a pas le son et c'est très saccadé.
Question? Je te laisse essayer de faire la technique. C'est vrai que ce qu'on sait aussi aujourd'hui en IRM fonctionnel, c'est que la honte, c'est un sentiment de honte qui arrive quand un enfant est stigmatisé. On m'entend ou pas? Oui, Clélia. Oui. Ça a figé. Est-ce que tu veux que je reprenne la main et j'essaye de le projeter en écran plein? Écoute, je propose peut-être on mettra le lien. Oui, si tu veux. Oui, oui, peut-être. Il ne faut pas perdre trop de temps. On est sur la fin de… En tout cas, moi, je voulais expliquer ça. La honte, aujourd'hui, on sait que sur des IRM fonctionnels, dans le cas de la recherche, ça touche… c'est à peu près les mêmes endroits du cerveau que la douleur. La honte, c'est vraiment quelque chose qui touche la personne, l'être, dans ce qu'il a de plus profond. Donc, un enfant qui est… Nous, les êtres humains, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe social. Et le fait d'être discriminé, disqualifié, ça engendre ce sentiment de honte. La stigmatisation d'une personne, l'autostigmatisation, elle ne fait écho qu'à la stigmatisation sociale, sociétale, familiale, qui touche tous les milieux, on a vu ça. Donc, on a un vrai… alors, ça fait partie des dernières recommandations HAS. Il y a beaucoup de pages. C'est quelque chose pour lequel l'association Gros milite depuis des années. Lutter contre la stigmatisation des personnes en situation d'obésité, en surpoids. Et aujourd'hui, c'est dans les recommandations HAS. En fait, faire honte à quelqu'un, le stigmatiser, ça fait grossir. Ça a vraiment un impact très fort et complètement opposé à ce qu'on souhaite. Donc, et dans les recommandations de santé pour les enfants aussi, il n'y a pas d'objectif de poids, je le rappelle. Donc, nos prises en charge, comme on l'a vu avec l'activité physique adaptée, c'est que l'enfant retrouve du mouvement, retrouve une relation apaisée à l'alimentation et à son corps. C'est vraiment ça, les objectifs. Je laisse finir, Sabine. Oui, merci, Clélia. C'est vrai que la honte et le fait effectivement d'internaliser ces sentiments-là, ça touche vraiment à l'intégrité de l'être, comme tu dis. Ouais, c'est vraiment ça la pierre angulaire. On a terminé ici le diaporama qu'on voulait vous présenter. Je crois que j'ai vu une question passer sur le chat. On voulait vous parler de la prochaine journée du Gros qui aura lieu, les prochaines rencontres les 21, 22, 23 novembre. Donc 21, jeudi 21, c'est une journée d'atelier. Vendredi 22, donc c'est une plénière. Et samedi 23, c'est une matinée qui est dédiée à tout public. Voilà, donc une matinale grand public sur le sujet des traitements de l'obésité avec un bilan, des limites et des perspectives. On vous a remis donc les coordonnées du Gros si vous souhaitez vous renseigner. Et puis, dans le diaporama également pour lequel on a autorisé la diffusion, vous avez donc des références qui sont notées si jamais vous voulez en savoir plus à propos de l'approche biopsychosensorielle. Merci à toutes les deux. Passionnant sujet et puis à nouveau pour défendre l'approche du Gros. Et je rebondis tout de suite sur la question parce que je pense qu'elle va en intéresser plus d'un et je la trouve extrêmement pertinente. Donc de Madame Robert, bonsoir, merci à vous de parler de l'approche biopsychosensorielle du Gros. Attendez, hop, c'est comment faites-vous pour articuler au mieux les conseils du PNNS fortement véhiculés dans les écoles dans un but de santé globale, pouvant être une sorte de contrôle mental, point d'interrogation, et l'approche biopsychosensorielle sans qu'il y ait sorte de dissonance cognitive pour l'enfant ou les parents, dans le cadre de prévention de l'obésité, par exemple, avec intervention dans les écoles, les classes ou cafés des parents? C'est une vraie question pour vous.
Ben, moi, j'ai répondu, il faut y aller, il faut y aller. Ben, de toute façon, la MRTC, voilà, la démarche de la Sécu là, qui nous encourage à faire ça, ben, moi, je vais le faire dans ma maison de santé et ça sera avec cette approche-là. Donc après, plus on aura de professionnels formés sur cette démarche, plus ça sera facile. Hein. Est-ce que pour vous, il y a dissonance? C'est la question. Bien sûr, bien sûr. Du gros et du PNNS. Alors, il ne s'agit pas de nier et de balayer d'un revers de la main les recommandations du PNNS, hein, pas du tout, parce qu'effectivement, on mettrait là aussi en difficulté les familles, les parents face à ce message de santé publique qui est le message qui est véhiculé partout. Simplement, on les accompagne à retrouver un juste milieu. Effectivement, on ne peut pas et qu'on soit dans une approche biopsychosensorielle ou dans une approche avec plutôt un guide alimentaire, je vais appeler ça comme ça, on ne va pas de toute façon accompagner un enfant qui mange 0 légumes à lui dire de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc finalement, la démarche de toute façon, elle est pas à pas. Demain un peu mieux qu'aujourd'hui. Et donc, avec l'approche biopsychosensorielle, on avance à demain mieux qu'aujourd'hui en lien avec l'écoute de ces sensations alimentaires et sans dogme vis-à-vis d'un nombre de fruits et légumes à consommer et d'un nombre de produits laitiers. Donc, effectivement, c'est souvent rapporté de la part des familles hein, en consultation. Bah oui, mais on entend ci et ça. Bah oui, on entend ci et ça. Ce sont des recommandations générales pour une population générale. En aucun cas, c'est un dogme, quoi. Alors, surtout, c'est pas un cas individuel. Il faut peut-être préciser aussi que ces recommandations, c'est des recommandations de bonne santé, en fait. Et du coup, c'est de l'épidémiologie, on s'adresse au plus grand nombre. Nous, quand on parle du contrôle mental, on parle du contrôle mental du poids. C'est ça qui nous pose problème. C'est d'imaginer qu'on choisit son poids, qu'on a un impact sur le poids. C'est ça, c'est très différent de la santé. Donc, on réapprend à manger de tout. Les recommandations pour la santé, oui, c'est celle du PNNS, mais ça n'est pas spécialement pour perdre du poids, hein, le PNNS. Merci. Merci de reclarifier. Parce qu'en effet, je pense que j'ai ma diététicienne qui a commencé la formation du gros avec vous. C'est une des premières choses avec laquelle elle est rentrée en disant « Et qu'est-ce que je fais du PNNS ?» Donc, je pense que c'est une question énorme qui va traverser nombre de têtes bien pensantes de diététiciens et diététiciennes en se disant qu'est-ce que je fais des deux finalement et comment je les fais coexister. Et effectivement, il y a une coexistation, mais en intelligence qui exactement, c'est exactement ça. On ne peut pas nier notre formation initiale qui nous amène, voilà, hein, on est, je pense, plusieurs diététiciens, diététiciennes ce soir, et notre formation initiale nous amène à compter les calories, hein, clairement. Hein, donc, effectivement, on fait un pas de côté quand on commence à se former à ces approches, et donc, c'est comment trouver le juste milieu, le juste équilibre, avec toujours cette vigilance de à partir de quand j'amène du contrôle. Et je vous l'ai dit, avec le détective gargouillis ou la dégustation, ce serait aussi amener un contrôle mental que de se dire, je mange, j'autorise l'enfant à manger s'il a faim, et il ne doit pas manger s'il n'a pas faim. Ça revient à faire le régime de la faim FAIM. Et donc, c'est mettre du contrôle mental sur les sensations alimentaires. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois qu'on amène quelque chose de sortir de cela, en fait. Merci pour ça aussi. J'ai le souvenir, Clélia, je crois que c'était à Pau, où tu disais, quand on n'est que dicté par ses sensations alimentaires, le point de l'appétit prévisionnel, il est important. C'est-à-dire que j'ai faim, je commence à manger et je suis finalement assez vite potentiellement à satiété et je vais vite m'arrêter, mais sauf que je ne vais pas tenir l'après-midi. Donc,
à nouveau, dans les sensations alimentaires, il y a des notions sous-jacentes derrière qu'on tient compte parce que notre mode de vie voilà, fait que voilà, je ne peux peut-être pas fractionner 20 fois mes repas dans la journée, etc., etc. Et donc, il y a toutes ces notions derrière où la sensation alimentaire n'est pas à prendre de manière de pure et restrictive, en tout cas. Comme vous dites, c'est pas, chaque outil ne doit pas devenir une restriction en soi. Ça doit être compris dans sa globalité et dans le contexte du coup de la personne. C'est intéressant. Alors, j'ai une remarque, je ne pense pas que ce soit une question, il y a une deuxième remarque sur le chat. Le gras politique, c'était écrit en gras, cartographie des soignants, soignantes non grossophobes. Je ne sais pas si c'est une injonction à la réaction de se dire qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce que d'ailleurs c'est plus ou moins stigmatisant de faire un listing? C'est une vraie question aussi de se dire c'est un vrai listing. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas dans le listing et à la fois des patients qui ont vraiment souffert de situations médicales délétères. Et on peut à la fois comprendre que certains patients se soient peut-être saisis de créer des listes. Voilà, donc peut-être à nouveau, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez réagir. Ça existe, effectivement, c'est à l'initiative de patients. Aujourd'hui, la parole des patients est quand même de plus en plus invitée dans les soins. Voilà, patients partenaires, patients experts, effectivement. Et donc, pour moi, c'est une revendication qu'on doit pouvoir être capable d'accueillir et d'entendre, en tout cas. Alors, on nous demandait aussi s'il y avait des outils. On a parlé des outils canadiens. Hein, les sites canadiens sont en accès libre. Elle vous a parlé, Fanny. Et puis, allez sur Banco aussi. Sur Banco, il y a plein aussi de formations e-learning qui découlent entre autres des REPOB, mais aussi des CSO pédiatriques. Donc, on est sur des niveaux experts malgré tout, même si tout le monde n'a pas l'approche du gros. Donc, pareil, à prendre aussi avec du recul, mais n'hésitez pas à aller fouiller sur Banco aussi. Il y a énormément d'outils. Voilà, gardez après votre esprit critique par rapport aux outils. Certains vont dans le sens de l'alimentation intuitive. Peut-être d'autres ne le seront pas complètement. Donc, voilà, gardez votre esprit critique par rapport à ça aussi. Oui. Donc, des outils, il y en a. Hein. Et après, peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est tous les outils sur les émotions, la roue des émotions. Oui, complètement. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine aussi. Énormément. Et à nouveau, travailler ensemble, ne soyez pas seuls. C'est ça que ça veut dire, c'est à nouveau, c'est une maladie suffisamment complexe pour on nous demande d'être en prise en charge pluridisciplinaire. Donc, en effet, il y a un vrai intérêt d'être en prise en charge pluridisciplinaire. Puis n'hésitez pas à créer aussi, à jouer, quoi. Voilà, on est avec des enfants, à ramener tout ça sous forme de jeu, quoi. C'est vrai qu'on se prend souvent quand même trop au sérieux. Voilà, il y a quelque chose de grave, l'enfant sa courbe de poids qui dévie, et puis à côté de ça, l'enfant, il a aussi son suivi orthophonique à faire, et puis il est traîné de rendez-vous en rendez-vous, en fait, en plus de ses journées scolaires. Et donc, s'il peut venir là sans se sentir comme au bagne, hein, et venir aussi jouer, se détendre. On a parlé de Mission Retrouve ton Cap, hein. Vous avez la liberté de donner un petit peu à vos suivis et à vos accompagnements l'orientation que vous avez envie de leur donner, quoi. Hein. On n'a pas de trame figée. On est figé dans Mission Retrouve ton Cap sur un rythme de nombre de séances, sur un tarif, mais en aucun cas le contenu n'est figé. Donc profitez pour effectivement pouvoir jouer, vous amuser vous aussi, tout en passant des messages bienveillants en lien avec la physiologie du corps humain, quoi. Ça rebondit encore sur le PNNS, mais on y a répondu, je pense. Le nouveau guide Manger Bouger des 4-11 ans du PNNS à éviter pour les enfants en situation de surpoids obésité. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure.
voilà, ce sont des repères et en fonction de la situation que vous avez en face, pareil, vous gardez votre esprit critique et vous pouvez jongler entre les outils, entre les approches et voilà, ça va dépendre du degré d'avancement aussi. Peut-être il faut être clair, hein, le contrôle mental, il pose problème sur le poids. Oui. Après, les parents sont là pour proposer l'alimentation que eux ont choisie. Il n'y a pas tellement d'exclusion, à part le végétarisme chez les tout petits. Sinon, les parents, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent donner à leurs enfants. C'est ça. C'est ça. Il y a une initiation à faire. Ce qui pose problème, c'est le message, ça fait grossir, ça fait maigrir. C'est ça qui pose problème. Exactement. Et c'est ça qui est un facteur prédictif de TCA plus tard, en fait. Et ça, on le sait, c'est démontré. Et ce qu'on fait, c'est de la prévention des TCA futurs, parce que les obésités persistantes et majorées, alors que le poids d'équilibre était censé se trouver à 80 kg et qu'effectivement, peut-être que dans la norme, c'était déjà un surpoids, mais quand le poids est censé être 80 kg génétiquement programmé et que il est 120 ou 130 parce que effectivement il y a des TCA, et effectivement c'est autre chose sur la santé globale. En effet. Et puis voilà, dernier commentaire, on vous invite bien sûr à vous rapprocher des professionnels du gros, peut-être à nouveau via les rencontres du gros ou la lecture des premiers ouvrages pour vous donner un aperçu approfondi. Et puis effectivement, après, il y a une formation de 150 heures, qui est la formation de base. Et puis Florence, que je salue, oui, c'est vrai qu'il existe des groupes de personnes qui montent des réseaux pour trouver des soignants inclusifs, non grossophobes. Je pense à une des plateformes Mon Poids Ma Santé. C'est une demande de plus en plus grande à prendre évidemment en compte, bien sûr. C'est sûr que de toute manière, la parole est à eux avant tout. On a le savoir soignant, mais il y a le savoir expérientiel aussi. Et ça, c'est encore un autre sujet dans la relation et dans l'alliance thérapeutique. Un autre livre à conseiller, style Oser manger. Et ce sera la dernière question de la soirée. On a mis la biblio à la fin. Vous allez avoir les diaporamas. Oui, voilà, on a mis aussi Manger en paix. Voilà, c'est vrai qu'il y a une partie de ce livre qui est consacrée, qui parle un peu d'enfants. Ça, c'est vraiment concernant les auteurs du gros. Et puis après, tout ce que vous trouvez aussi comme littérature jeunesse qui n'est pas stigmatisante parce que effectivement, ça peut vite l'être. Mais voilà, qui est plutôt un mode inclusif, voilà, où tout est accueilli et où on ouvre à la diversité des corps, des comportements, qu'on enlève un petit peu ce normatif-là. Et qu'on remette la sécurité. Peut-être aussi préciser quelque chose, c'est que c'est vrai que nous, on utilise souvent ce mot-là pour dire que nous, on va vers une alimentation plus intuitive, au gros. Intuitif, c'est instinctif, c'est la façon de manger du nouveau-né. Il mange quand il a faim, il s'arrête de manger quand il n'a plus faim, il ne se pose pas de questions. Mais quelque chose que je me suis rappelé l'autre soir, c'est que le nouveau-né, il a le sourire réponse à son parent, enfin à sa figure d'attachement à l'âge de 2 mois. Et en fait, quand il finit certains biberons, il a le sourire aux anges. Et ça, c'est quelque chose d'instinctif, de naturel, avant le sourire réponse. Et du coup, il y a pour moi, ça valide un peu ce côté régulation émotionnelle par l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique au gros. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres courants qui utilisent ce concept-là, parce que ça change tout dans les prises en charge. C'est normal de manger pour des raisons émotionnelles. On n'a plus faim, c'est la fin du repas, il y a un petit gâteau qui a été fait par le petit dernier de la famille, tout le monde va le goûter, alors qu'on n'a plus faim. Pourquoi? Juste pour le plaisir. On va pas bien, on s'ennuie, on est fatigué, on va manger, juste pour aller mieux. Ça nous redonne une meilleure humeur. Et cette régulation alimentaire des émotions, comme elle vous l'a dit Fanny, ça ne marche qu'avec les aliments riches. Pas la table. C'est comme nos aliments doudou. C'est-à-dire, c'est comme le doudou. Le gamin, il ne va pas prendre le doudou du voisin, il va prendre le sien.
Donc, ce n'est pas le chocolat recommandé à 90%, c'est celui qui me plaît à moi, et pas celui de ma cousine. Ça me semble important, cette précision, parce que dans beaucoup de bouquins sur l'alimentation intuitive, vous n'aurez pas cette petite finesse qui change tout. Voilà, je me permets. Merci. Une dernière remarque, il y a le podcast du Serment d'Augusta sur Binge audio sur la grossophobie chez les soignants en lien avec Sorbonne Université et la fondation APHP. D'accord, je prends note, on ira le regarder. Moi, j'en ai écouté un autre de grossophobia où il y a le médecin Rudy Caillé aussi qui a fait le dernier épisode sur la grossophobie médicale que je vous recommande aussi, qui est très intéressante. Oui, j'ai aussi participé au 3e épisode. C'est vrai, Caillé est une adepte aussi de grossophobia. Donc, en effet, la parole se libère, donc c'est intéressant. On a de plus en plus de sujets et de plus en plus de discussions autour de tout ça. Merci d'avoir été si nombreux ce soir. On était très contents. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée. Merci encore à tout le monde et à très bientôt. Merci.